Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité et pour parler de l'intervention de Maître Gims qui a été interviewé sur une chaîne. Alors d'abord, c'est une petite chaîne, je crois, avec 45 000 abonnés. Il y est allé avec sa notoriété et il s'est allé à parler avec beaucoup de simplicité et de gentillesse, et bien sûr, dans son besoin de s'exprimer, de parler avec amour de son peuple, de ses origines, il a fait des confusions sur l'histoire de l'Europe et ses relations génétiques et culturelles avec l'Afrique. C'est pas pour ça que c'est bien grave. On a vu après tous les Français de tous bords se foutre de sa gueule, mais à la base, son intervention était plutôt gentille. Il parlait de sa famille, il parlait de son boulot, il parlait de son retour éventuel en Afrique, qui était un peu problématique des fois, de sa maman, des aides qu'il donnait. Donc quelqu'un de plutôt gentil, Maître Gims, qui a une certaine culture, mais qui n'a pas bien assimilé certains enseignements, bien que on voit bien qu'il y a une base de vrai dans ce qu'il dit, mais mal comprise. Alors, là-dessus, tout le monde s'est foutu de sa gueule. C'est facile de se foutre de la gueule de quelqu'un. Créer quelque chose déjà, et vous verrez, c'est assez difficile. Le seul qui a été correct et qui a fait une vidéo à but pédagogique en rebondissant là-dessus, c'est Nota Bene. Allez voir sa vidéo, qui n'est pas du tout une vidéo de moquerie, qui est plutôt un prétexte des erreurs de Maître Gims pour pouvoir expliquer un peu l'histoire de l'Égypte, c'est un très bon vulgarisateur, et les mouvements de population en Europe. Alors je vais approfondir ce sujet dans ma vidéo, puisque je vais sortir l'éveil des consciences 2, et j'ai beaucoup parlé justement de l'Europe et des mouvements de population. On en connaît beaucoup mieux maintenant les détails, puisque depuis l'arrivée de la paléogénétique avec Svante Pääbo, qui a été le premier à avoir l'idée d'utiliser les séquenceurs pour analyser des génomes fossiles, on a pu, en analysant des restes en Europe, des restes fossiles qui remontent jusqu'au paléolithique, même un paléolithique relativement ancien, avoir une compréhension des origines de notre humanité et des métissages qui se sont effectués. Et il y a des recherches récentes qui nous apportent beaucoup plus d'informations sur ce qu'a été les mouvements de population en Europe. Et on peut, si vous voulez, approfondir les choses. Alors, Maître Gims a dû entendre parler, puisqu'on voit bien qu'il a entendu parler de ça, mais il n'a pas bien compris les choses. Mais c'est pas grave, il a au moins fait la recherche. Si vous voulez avoir des approfondissements sur ces dernières recherches, vous avez de très bons cours en paléogénétique de Luis Cantina Murci, donc, qui vit en France et qui enseigne au Collège de France, qui travaille dans les laboratoires où il fait de l'analyse génétique, donc pas que de la paléogénétique, il en fait aussi, mais de l'analyse génétique, et qui a fait de très bons cours sur justement les mouvements de population et les métissages en fonction des dernières recherches en paléogénétique que l'on peut faire que récemment grâce à la merveilleuse idée de Svante Pääbo d'isoler des génomes anciens et de les comparer avec d'autres génomes anciens et avec des génomes modernes, ce qui nous permet de reconstruire l'histoire des migrations humaines et des amours entre peuples, bien sûr. C'est très intéressant. Alors on remercie Luis Cantina Murci et on remercie aussi Svante Pääbo. Je signale que Svante Pääbo, qui a eu le prix Nobel, j'avais signalé il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, 2 ans, 2020 ou 2022, 2021 ou 2022, je me souviens plus. Donc Svante Pääbo, j'avais prévu le prix Nobel puisque j'avais dit 4 ans à l'avance, en 2018, je crois, ou même avant, j'avais dit ce monsieur va avoir le prix Nobel. Son
l'apport à la science est énorme, même si c'est pas grand-chose d'avoir trouvé, d'avoir utilisé les séquenceurs pour aller avoir l'idée d'aller chercher du génome fossile. C'est ça qui a modifié complètement la compréhension du monde. Et visiblement, notre ami et chanteur Maître Gims a dû entendre parler des analyses faites grâce à l'étude génomique, grâce aux séquenceurs qui, je le répète, maintenant vont beaucoup plus vite puisqu'on va, je crois, 10 000 fois plus vite, je crois même plus, hein, dans l'analyse des génomes. Donc on peut analyser tout et n'importe quoi. Et grâce aux logiciels et aux ordinateurs et à un travail d'analogie, savoir qui vient d'où et de quelle origine les gens sont et de quel mélange ils sont. Et c'est extrêmement intéressant. Alors on va passer un peu la vidéo de Maître Gene, même pas une minute, quelque chose comme ça, pour vous montrer un peu les erreurs, mais pour parler de l'Europe et pour comprendre que oui, Maître Gene a un peu raison, même s'il a beaucoup tort, mais à la base, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à un domaine et qui en a tiré une mauvaise conclusion, mais qui n'a pas totalement tort. Alors on va passer Maître Gims. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayad. Tu vois 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Je retrouve aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bon, c'est des mélanges en vérité. On voit qu'il a vu des images, on voit qu'il a mal assimilé, mais sur la chose où il a raison, c'est oui, les Européens sont des Africains à la base, puisque l'humanité vient d'Afrique. Alors, l'Europe a été peuplée il y a très longtemps. Alors je regarde la date exacte. Alors, on retrouve de plus en plus de fossiles, mais des fois, ce sont des populations qui arrivent en Europe et qui disparaissent. Hein. On s'aperçoit qu'il y a des fois des disparitions de population, hein, mais c'est à bien plus d'1 million d'années la population de l'Europe. Je crois que les premières traces de remontée humain, c'est 1,6 million. Alors, ce ne sont pas, bien sûr, des Homo sapiens, ce sont des êtres, des ancêtres qui sont des précurseurs hein, d'Homo sapiens, mais qui viennent tous d'Afrique, donc qui ont eu un ancêtre commun avec ce que nous sommes maintenant. Alors, bien sûr, tout le monde connaît les Néandertaliens. Alors, les Néandertaliens, ils sont là depuis à peu près... Alors, ils sont là. On considère les Néandertaliens avec leurs traits, la physionomie de Néandertaliens, façonnés par le climat européen à moins 450 000 ans, et avec une disparition, qui n'est pas une réelle disparition, des Néandertaliens à moins 30 000 ans. Mais les Néandertaliens ne sont pas apparus comme ça. Les Néandertaliens, ce sont des populations humaines qui viennent d'Afrique et qui sont là depuis bien plus longtemps puisqu'ils se sont modifiés, mais on peut dire qu'Antecessor, Heidelbergensis, tout ça, ce sont des modifications qui vont générer alors par adaptation au climat progressivement et par remontée successive d'autres populations d'Afrique, parce qu'on va en retrouver d'autres, on en a déjà retrouvé d'autres, on sait que ça ne s'est pas fait en une montée, hein, qui ont généré les Néandertaliens. Donc ce sont des très vieilles souches montées d'Afrique, adaptées à l'Europe, qui ont généré Néandertalien, qui est classifié Néandertalien à partir d'à peu près moins 450 000 ans. Mais les humains ou les préhumains sont déjà là en Europe depuis bien longtemps et viennent d'Afrique, qui est un milieu qui a favorisé le développement de la bipédie en savane et ensuite de l'apparition d'êtres préhumains, hein, Homo habilis, et ensuite tout ce qui en découle, et ce qui va donner, bien sûr, les sapiens, hein, l'Homo erectus, et tout ce qui a, toutes les populations européennes,
Néandertal et ensuite eurasienne, Denisova et autres, et d'autres populations qu'on a découvert et qu'on va découvrir encore des isolations génétiques. Donc, ils viennent tous d'Afrique et Néandertal lui-même, ses ancêtres venaient d'Afrique. Néandertal est une adaptation à l'Europe et c'est un homme venu d'Afrique qui, au cours des générations, vous imaginez, à moins 450 000 ans, et il a déjà au moins 500 000 ans d'adaptation à l'Europe, avant que le trait néandertalien soit fixé comme une race d'éleveurs, alors qu'en vérité, tout ça, ça se fait progressivement. Et ce sont des individus qui se sont adaptés aux périodes glaciaires, au manque de luminosité et au froid, et ils ont cette physionomie particulière d'Européens avec un faciès qui peut sembler étrange, mais qui est une adaptation au climat froid. Donc ils sont volumineux, ils ont un gros ventre rempli de gras pour passer l'hiver, donc les périodes glaciaires, puisqu'ils ont vécu en période glaciaire, en période tempérée, tout ça, il y a eu des évolutions en Europe, mais il fait bien sûr plus froid en Europe qu'en Afrique, donc les morphologies se modifient. Ils se sont progressivement dépigmentés parce qu'ils ont affronté des périodes extrêmement froides. On sait maintenant par l'analyse de leur génome qu'ils étaient plutôt blancs de peau, certains étaient même roux, c'est marrant, on trouve ça chez les Néandertaliens. Sur la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux, c'était assez variable, puisqu'ils ont des couleurs variables. On s'aperçoit en analysant les restes des Néandertaliens, on en a pas mal, mais on n'en a pas énormément non plus, c'est pas évident, mais on sait qu'il y avait une certaine variation dans leur couleur de cheveux, leur couleur d'yeux, et qu'on trouvait aussi pas mal de roux et qu'ils avaient une certaine dépigmentation et qu'ils étaient blancs, tout ça pour compenser, bien sûr, un manque de luminosité et un régime peut-être moins riche en vitamine D dans certaines régions où ils étaient, puisque la dépigmentation se fait en fonction, bien sûr, de l'absence ou de la production de vitamine D, de l'absence de luminosité, la vitamine D étant une hormone qui est, on dit vitamine, mais c'est une hormone qui est en partie synthétisée grâce à la lumière, grâce aux radiations lumineuse, grâce à la lumière. Donc c'est pour ça que les Européens blanchissent. C'est un activateur de croissance, cette hormone qui permet de croître, et c'est aussi, ça permet aussi d'activer le système immunitaire et surtout aussi la synthèse calcique, ce qui est très important pour les femmes faisant beaucoup d'enfants. Alors les chasseurs-cueilleurs faisaient moins d'enfants que les agriculteurs, pour certaines raisons que je vais peut-être parler dans la vidéo, mais c'est tout le temps intéressant de comprendre ça. Donc, ayant une moins grande luminosité, ils ont sélectionné, ça a été sélectionné des individus étant plus clairs comme les Néandertaliens. Mais ça, c'était avant l'arrivée, la montée des sapiens, vers moins 40 000 ans, même moins 50 000, quand ils sont passés par le Moyen-Orient, une arrivée massive de sapiens. Donc, eux étaient déjà blancs. C'est un avantage d'être blanc, justement pour pouvoir scintiller plus de vitamine C et d'éviter ces carences, surtout du système immunitaire, des carences en vitamine D qui font baisser le système immunitaire et qui peuvent générer des maladies, des mauvaises réactions aux pathogènes et particulièrement aux bactéries. Donc, c'est un avantage de blanchir en Europe pour la calcification, activer la croissance. Donc voilà. Donc en plus, les Néandertaliens se sont installés là et vers moins 40 000, même un peu avant, on voit qu'il y a eu des montées. On va dire que les sapiens venus d'Afrique, une grosse vague de sapiens venus d'Afrique, mais qu'on ne se détrompe pas, il y a toujours eu des montées de sapiens, ou en tout cas de pré-sapiens en Europe, qui ont tout le temps gardé des ponts génétiques avec les Néandertaliens. On en trouve de plus en plus. Et donc, ils sont montés en Europe. Donc, des sapiens montés d'Afrique sont montés en Europe. Donc, ont rencontré les sapiens et se sont alors métissés au Moyen-Orient, mais
Aussi, on pense qu'ils ont dû se métisser et se rencontrer ailleurs. Et on a vu que, par exemple, en Eurasie, vers la Sibérie orientale, je crois, il y a eu d'autres métissages qui se sont faits. Donc, les métissages entre Néandertal et les sapiens remontés d'Afrique, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, puisqu'il y a moins 40 millions des chasseurs-cueilleurs qui ont rencontré les chasseurs-cueilleurs Néandertal, se sont métissés. Et les métis ont fait en partie les Européens. Bien sûr, il y a eu peu de métissage entre Sapiens et Néandertal. Les Sapiens étaient beaucoup plus nombreux et venaient d'Afrique. Et ils étaient visiblement, comme Maître Jean peut imaginer, noirs. Mais alors, ils n'étaient pas noirs, ils étaient plutôt, puisque les montées se font progressives, plutôt ils étaient bistres, on va dire, avec des couleurs plutôt d'orientaux de la peau, qui protègent du soleil. Mais ils n'avaient pas besoin d'être noirs, comme un Sénégalais qui se trouve sous les tropiques, avec un rayonnement intense et des UV qui peuvent détruire les couches de la peau, qui peuvent détruire la peau, les cellules de la peau et entraîner de graves problèmes et des cancers. On voit avec les Anglais, les Anglo-Saxons qui vont en Australie, qui se retrouvent en zone équatoriale, donc sur l'équateur, avec un rayonnement intense qui génère des cancers, qui sont obligés de sortir le soir ou de se couvrir de protection 50 pour éviter de générer des brûlures de la peau. L'Africain, lui, peut survivre. Mais comme ils étaient montés en Europe, ils se sont progressivement dépigmentés, mais ils n'avaient pas besoin de se dépigmenter totalement, ce qui fait que les chasseurs-cueilleurs qui ont fait une montée progressive, mais quand même relativement rapide en Europe, et qui se sont métissés aux Néandertaliens, avaient une peau relativement foncée, mais pas noire, relativement foncée. D'où les problèmes que l'on peut rencontrer, d'où les erreurs que l'on peut rencontrer dans les reconstitutions, où des analyses génétiques ont été faites sur des restes humains de chasseurs-cueilleurs, par exemple en Angleterre, où ils ont dit qu'ils avaient les yeux verts, puisqu'ils ont analysé le génome grâce au travail de Svante Pääbo, qui a initié ça, et aux séquenceurs. Ils ont analysé le génome, ils se sont aperçus que les Anglais, les chasseurs-cueilleurs, avaient la peau noire et les yeux clairs, les yeux bleus. Alors, c'est pas la peau noire et les yeux bleus. Alors, ils ont fait des reconstitutions où on voit un type tout noir, mais noir comme un Sénégalais, comme Moussa, avec des yeux tout bleus. Ce n'était pas du tout ça. C'était des peaux pigmentées, mais pas noir, mais ça apparaît dans le génome comme ayant la peau pigmentée, mais pas noire comme un Sénégalais. Donc c'est de la bien-pensance, du gauchisme, ou pour faire plaisir et se mettre dans un musée avec une reconstitution pour faire croire qu'on aime tout le monde et faire plaisir à des Africains qui voudraient avoir l'impression que l'Europe était africaine, mais dans le terme noir. Non, l'Europe est peuplée d'Africains, mais ils n'étaient pas noirs, ils étaient basanés, assez foncés, mais pas comme Moussa le Sénégalais. Voilà, donc c'est des erreurs parce qu'il y a des montées progressives. Et ni les yeux bleus, ça c'est de la politique, de la propagande, c'est pour faire plaisir à des gens, c'est ridicule, mais ça changera bien sûr. Le ridicule ne tue pas ou rarement. Voilà. Donc, les Européens, chasseurs-cueilleurs, étaient assez foncés, mais ils se sont mélangés à Néandertal, donc premier métissage des Européens avec des Européens, des Européens venus d'Afrique, qui ont avec des souches beaucoup plus anciennes d'Européens aussi venus d'Afrique, Néandertal, qui étaient déjà blanchis, lui beaucoup plus blanchis parce qu'il avait affronté des climats beaucoup moins lumineux, et des fois même terribles, avec des glaciations extrêmes, et il avait énormément blanchi. Voilà. Donc, ils se sont mélangés, ils ont mélangé leur génome. Néandertal, qui était beaucoup moins nombreux et qui était moins vif au niveau de la reproduction, parce qu'en Europe, il y a moins de nourriture, donc pour éviter une montée en surpopulation, la sélection se fait sur des individus n'ayant pas forcément, on va dire, une libido et une reproduction extrêmement importante. Quand tu fais 3-4 enfants, quand tu es un chasseur-cueilleur européen, ça suffit. En Afrique, il faut en faire 10, quand tu es un sapiens africain ou un pré-sapiens africain, il faut en faire 8, 10, et ça commence à 12 ans ou 10 ans, puisque on est dans des milieux qui sont différents et des époques différentes. Donc les jeunes filles, dès qu'elles étaient femmes, c'est-à-dire qu'elles avaient leurs règles, elles ovulaient, elles faisaient des petits, c'est la reproduction. Elles vivaient pas très longtemps et elles en faisaient un maximum parce qu'au niveau équatorial, s'il y a beaucoup de nourriture, il y a aussi beaucoup de pathogènes et
beaucoup d'enfants naissent, mais beaucoup d'enfants meurent à cause de la richesse de cette flore bactérienne, hein, qui est aussi riche que la flore, que la biodiversité des autres classes, des autres animaux. C'est extrêmement riche, hein, mais aussi riche en bactéries et en virus en tout genre et en parasites. Donc, beaucoup d'enfants, beaucoup de morts, mais tout le monde peut manger. En Europe, on ne peut pas manger à la mort de la nature, donc rythme beaucoup plus lent. Quand ils ont fait des analyses du génome de Néandertal, on s'est aperçu que ce qui est passé de Néandertal dans les Européens, il n'y a rien dans les gènes qui codent tout ce qui est reproduction. Bien sûr, c'est plus valable d'avoir une reproduction plus active de sapiens africains que de Néandertal, et c'est un peu pour ça que Néandertal a disparu, parce qu'il était un peu mou du gland. Et c'était valable à l'époque, mais avec les apports technologiques, on maîtrise mieux l'hiver, on a des habits, hein, le mélange des technologies sapiens et Néandertal a été efficace. L'Européen a hérité de certaines parties de Néandertal par l'étude du génome, comme la résistance aux pathogènes. En général, on s'est aperçu que toutes les parties du génome héritées de Néandertal qu'on retrouve chez les sapiens, c'est souvent de la réaction positive aux pathogènes. C'est aussi des gènes codant les réserves de graisse pour passer l'hiver, un peu sur la peau bien sûr, mais c'était très variable aussi chez ça, sur la couleur des cheveux aussi, mais c'était assez variable chez Néandertal, mais surtout réponse aux pathogènes et principalement aussi aux pathogènes respiratoires saisonniers que l'on rencontre souvent en Europe pour des raisons de climat, puisque le climat très froid de l'hiver limite, comme dans un frigo, la prolifération des bactéries et des virus en tout genre, et les bactéries et les virus vont profiter de la fin de l'hiver et de la baisse du système immunitaire entraînée par les privations et la baisse de vitamine D des Européens pour proliférer et irriter les bronches pour pouvoir, par le fait de tousser, contaminer un maximum d'individus. Le but, c'est pas de les tuer, bien sûr. Le but, c'est que la vie continue. Donc, qu'on soit des virus ou des bactéries, vous avez vu ce que c'est que le SARS-CoV-2, mais toutes les bactéries, tous les virus respiratoires se transmettent en irritant les bronches pour pouvoir être souvent, par la projection de petites particules de salive qui restent pulvérisant dans l'espace, dans l'air, passer d'un individu à l'autre et contaminer le maximum d'individus. Quand ça devient très dangereux, c'est rare, c'est des mutations qui ne sont pas très bonnes et qui disparaissent, comme on a eu par exemple avec l'apparition de la Covid-19 qui était beaucoup plus virulente. Voilà, c'est intéressant à dire. Donc on a des gènes issus de Néandertal qui ont permis la réaction justement aux pathogènes du Nord, particulièrement aussi aux virus de type même SARS-CoV-2, mais on voit des fois qu'il y avait des réactions très fortes. C'est pour ça que certaines personnes qui ont hérité de ces gènes néandertaliens font une réponse immunitaire trop importante à SARS-CoV-2 et font ce qu'on appelle un orage de cytokines et ils meurent. Et c'est souvent des gens qui ont eu ces gènes issus de Néandertal. Donc c'est marrant de comprendre ça. Je vous fais une vidéo un peu longue, je m'amuse là-dessus parce que je ne connais pas bien la génétique, mais je la connais mieux que la plupart des gens. Voilà, moins bien que Luis Cantina Murci, mais les systèmes, je les comprends bien. Voilà, donc en plus la vitamine D a un avantage à cette époque-là, la baisse de vitamine D l'hiver, c'est qu'elle ralentit la croissance, elle te rend plus vulnérable aux pathogènes, mais en fin d'hiver, quand tu as une croissance limitée, c'est une espèce de semi-hibernation humaine, tu consommes moins de calories et tu ne rentres pas en autophagie, donc ton organisme ne se mange pas lui-même et tu survis à l'hiver, quand à la fin de l'hiver, il n'y a plus de nourriture. Les animaux ont perdu leur graisse, les protéines, c'est pas super à bouffer en fin d'hiver, on mange le gras en général, un peu de prot pour maintenir, mais ça se dégrade très lentement le prot. Et l'avantage de la baisse de vitamine D, c'est moi qui l'ai découvert, c'est que ça ralentit dans un milieu où il n'y a pas trop de pathogènes la croissance, ce qui permet, en manque de calories, de ne pas rentrer en autophagie et que l'organisme ne se détruise pas lui-même pour pouvoir survivre jusqu'au moment où il va se tuer. Voilà. Donc c'est un avantage qui est maintenant un inconvénient puisqu'on a des supermarchés partout. Donc, les Européens, la première souche de métissage, effectivement, anciens Africains néandertaliens plus nouveaux Africains
qui ont fait les souches paléolithiques, de chasseurs-cueilleurs, Cro-Magnons et autres, avec une peau qui était relativement basanée, mais pas noire comme Moussa, le Sénégalais. Ça, c'est une mauvaise vision. Donc, on enlève ces visions de propagande et on regarde objectivement. Maître Gims a raison, les Européens étaient basanés, ils sont tous africains. Ensuite, vers moins 10 000, 11 000, il y a eu l'apparition de l'agriculture dans le croissant fertile, donc au Moyen-Orient. Cet apport technologique a entraîné un apport beaucoup plus important de calories, donc de nourriture, ce qui a fait une expansion démographique très importante, mais en même temps une moins bonne qualité nutritive, ce qui a fait qu'il y a eu une apparition de beaucoup plus de maladies et de carences alimentaires, surtout qu'en passant d'un mode agriculteur, on mange moins d'abats, on mange moins de nourriture grasse et on se retrouve en carence vitamine D, donc au croissant fertile, et où on est agriculteur. L'Europe, à ce moment-là, reste encore, jusqu'à moins 6 000, des chasseurs-cueilleurs, mais au croissant fertile, on a déjà des civilisations qui font de l'agriculture et qui remontent jusqu'en Turquie progressivement. Ces civilisations blanchissent extrêmement vite, tout ça pour mieux synthétiser la vitamine D. Donc c'était des populations plutôt noires, assez foncées, qui ont, avec l'agriculture, blanchi énormément. Donc oui, ils étaient noirs à la base. Maître Gims a encore raison, j'aime bien Maître Gims, mais ils ont blanchi parce que la nourriture a changé et il y a eu une sélection sur les individus les plus blancs parce qu'il y avait moins de vitamine D dans la nourriture, moins d'abats, moins de nourriture animale, plus de nourriture végétale extrêmement calorique, hydrates de carbone pour les gens qui font de la musculation, comme j'en fais, voilà, les amis de la masse qui me l'ont donné gentiment. Et à ce moment-là, ils ont blanchi. Alors, on ne blanchit pas par les hommes, on blanchit par les femmes. Ça, c'est un truc à expliquer. Je l'ai expliqué, je mérite un petit prix là-dessus. Pourquoi ? J'étudie ça depuis que j'ai 10 ans. J'étais passionné de paléontologie et des maladies des hommes préhistoriques. Il y avait déjà des études là-dedans. Il y avait Archéologie Magazine, des super études sur les maladies de la préhistoire. Je me souviens être passionné par ça, ce qui m'a donné l'envie d'être anatomiste. Alors, je ne suis pas anatomiste, pas de diplôme, mais je vis de ça, puisque depuis 30 ans, je gagne plus de 10K par mois en étant la référence mondiale. Bon, les zététiciens diraient que je n'ai rien, je n'ai pas, je usurpe mes diplômes, et je vais dire non mec, j'ai un prix de pédagogie doté par l'État, ce qui me permet d'enseigner en fac en France et même d'être rémunéré à l'enseignement en fac en France. Donc la paix, tu la fermes et tu retournes te branler sur YouPorn et jouer aux jeux vidéo. Mon ami zététicien, petit diplômé sans avenir, médiocre. Voilà. Alors, on a blanchi par les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, en ayant moins d'apport de vitamine D dans leur nourriture, se mettent à avoir beaucoup d'enfants et à ce moment-là font beaucoup de carences en calcium, fixation calcium, due justement au manque de vitamine D. Donc elles vont avoir un rachitisme de l'adulte, ce qu'on appelle de l'ostéomalakie. J'ai des problèmes, des fois j'ai un peu dyslexique. Ça s'écrit CHI, je ne me souviens même plus comment ça se prononce. Donc les os tout mous et ce qui entraîne des pathologies lourdes et l'impossibilité de se reproduire bien. Donc blanchissement principalement des femmes qui vont transmettre justement ce gène de blanchissement de la peau, donc d'absence de mélanine, à leurs filles, mais aussi aux mecs qui vont aussi blanchir. Un mec, il peut se permettre d'être blanc, il ne va pas faire plein d'enfants, il ne va pas faire de carence en calcium, il n'y a pas de problème. Et la nourriture apporte assez de nourriture pour pouvoir avoir un système immunitaire correct, mais sauf que ça va descendre en vitamine D, alors aussi une baisse du système immunitaire, aussi quand même générale sur la nourriture à cause de ça, donc une moins bonne santé générale, donc un blanchissement de la peau pour compenser justement l'absence de vitamine D dans la nourriture, blanchissement par les femmes, donc sélection très importante sur les femmes multiparturientes qui risquent de mourir rapidement au bout du deuxième, troisième enfant. Donc celles qui ont fait le plus d'enfants, c'est celles qui étaient les plus blanches. Donc apparition visiblement des hommes qui préfèrent les femmes blanches pour pouvoir se reproduire. Donc la peau blanche et laiteuse des femmes, on peut le voir dans les contes Blanche-Neige et les 7 nains. Vous regardez tous les tableaux de la Renaissance, on rigole, mais les hommes sont une couleur un peu sanguine, et les femmes sont toujours blanches. Oui, parce que ça va avec le fait d'être une bonne mère qui pourra faire des enfants et mieux synthétiser la vitamine D. Bon, maintenant, il n'y a plus trop de problèmes, mais il y en a encore. On est dans des
on est dans un milieu où on peut supplémenter dans toutes les vitamines qu'on va, et on a des supermarchés partout. Donc les agriculteurs ont blanchi, et les agriculteurs ont une démographie galopante en étant tout blancs, hein, donc des Africains devenus blancs, et ils sont remontés en Europe de l'Ouest, hein, à partir de moins 6000. Alors ce sont des populations qui sont remontées, hein, et qui ont créé des populations, mais qui ont en même temps apporté aux chasseurs-cueilleurs les technologies de l'agriculture. Donc on voit des montées de populations avec des génétiques du Moyen-Orient qui apportent l'agriculture technologiquement aux hommes et aux femmes, donc au peuple chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest, hein, donc l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, hein, toutes ces technologies, hein, c'est assez formidable, et qui se mélangent aussi génétiquement à ces populations d'Europe de l'Ouest et du Nord, et qui se mélangent avec ces populations à partir de moins 6000, hein, donc une montée, et on voit un blanchissement quasiment total de la population par métissage. Alors, métissage qui se passe, alors il reste beaucoup de gènes d'Europe de l'Ouest, donc c'est le deuxième métissage après Néandertal, hein, des populations africaines montées au Moyen-Orient qui ont blanchi suite à l'agriculture, qui se mélangent avec des chasseurs-cueilleurs un peu basanés, hein, avec des couleurs un peu d'Amérindiens, si vous voulez, hein, et qui vont créer ce nouveau métissage mixant les populations d'Europe. Donc, il n'a pas tort, hein, maître Gims, là-dessus. Alors, ce métissage se fait plus majoritairement d'hommes agriculteurs à femmes chasseurs-cueilleurs. Beaucoup d'hommes chasseurs-cueilleurs sont un peu laissés sur le carreau, mais il y a quand même métissage. Hein, c'est pas super flagrant, mais ça se voit quand même, parce que les femmes préfèrent la calorie et préfèrent aller se mettre dans un village d'agriculteurs montés très progressivement du Moyen-Orient. Ça ne monte pas en 10 ans, ni en 100 ans, ni en 1000 ans. Ça se passe en milliers d'années. Hein. Il faut voir les échelles temporelles, hein. Mais les femmes, en général, préfèrent la stabilité pour pouvoir pondre des enfants et les éduquer. Oh, je suis sexiste, pardon. Et voilà, donc elles passent, les chasseuses-cueilleuses sont plus souvent passées chez les agriculteurs que les agricultrices chez les chasseurs-cueilleurs. Mais il y a quand même eu du métissage global, général, un mixage de populations. Hein, on dit tout le temps, la femme aime la sécurité, donc chasseurs-cueilleurs chez agriculteurs. Même si elles avaient accès à beaucoup d'hydrates de carbone, elles ont quand même eu des problèmes, puisque c'est une nourriture qui est beaucoup plus carencée que celle des chasseurs-cueilleurs, qui n'ont pas besoin de faire autant d'enfants parce qu'ils sont en meilleure santé, hein, chez les chasseurs-cueilleurs que chez les agriculteurs. Mais explosion démographique des agriculteurs. Donc ça fait le troisième métissage plutôt. Le troisième métissage, donc premier métissage, deuxième métissage. Première population, on va dire Néandertal. Deuxième population, mélange Néandertal et chasseurs-cueilleurs venus d'Afrique à moins 40 000 ans. C'est cette expansion sapiens, même 50, 60, mais il y a déjà eu des passages avant. Et ensuite, troisième expansion avec l'agriculture, qui a fait vraiment blanchir tout le monde. C'est l'apparition de l'agriculture à cause de cette nourriture carencée en vitamine D. Et les études génétiques, et là c'est marrant, ont découvert un autre métissage. Donc on en a un, deux et un troisième. Donc on est issu de 4 souches principales, nous les Européens, mais toutes à la base c'est des souches africaines. Donc des peuples issus de peuples agriculteurs, aussi du Moyen-Orient, hein, qui habitaient dans les plaines au nord de la Caspienne et au nord de la mer Noire, donc des grandes plaines herbeuses. Ces agriculteurs ont domestiqué, qui étaient des éleveurs, se sont mis à faire de l'élevage, et ils avaient des chèvres, quelques bœufs. Alors, les bœufs, ça grandit pas très vite dans ces plaines-là, hein. C'est fait de la viande filandreuse, mais ça peut transporter et tirer des chariots à roues pleines, hein. Les roues légères, c'est apparu après, et puis de toute façon, les chariots, ça ne peut pas se déplacer en forêt, ça se déplace que dans les plaines. Donc ça, c'est marrant à voir. Et après, ça s'est déplacé quand il y a eu l'apparition de routes. Mais ça, c'est bien plus tard. Il faut comprendre ces sujets-là. Moi, je suis un génie, un vrai génie. Hein. Tu ne crois pas que je vends des millions de livres dans le monde, parce que j'ai des esthéticiens qui me regardent, hein, et que je gagne plus de 10K par mois à rien faire. Hein. Si je veux, c'est à rien faire. Hein, parce que je suis un abruti. Non, c'est pas ça du tout. Donc, ces gens-là ont généré une culture qu'on appelle la culture Yamnaya, hein, parce qu'elles ont domestiqué le cheval, et partout où on domestique le cheval, on devient un gros con. C'est-à-dire que
On prend ce cheval d'abord, on boit le lait des juments, on mange la viande du cheval, c'est très bon, pas très gras. Ce sont des petits chevaux à jambes courtes à l'époque, puisque l'arrivée des chevaux à jambes longues et puissants, c'est bien après quand il y a eu des routes. C'est à partir des Romains en Europe, parce que si tu as un grand cheval costaud avec des jambes longues, tu te les pètes dans les trous s'il n'y a pas de route. Donc les chevaux, ils ne sont pas viables, à part certaines races de cheval de trait qui sont apparues après, avec des pattes énormes et très grands, mais ça, c'est apparu après. Mais les chevaux romains, on va dire, ont grandi en taille pour pouvoir aller sur les routes romaines, donc sélection de plus en plus de gros chevaux. Les chevaux de ces peuples des steppes étaient des petits chevaux courts sélectionnés pour leur petite taille et leurs jambes massives et leur métacarpe. Ils courent sur les doigts, les chevaux. Je suis anatomiste. J'ai reconstitué des chevaux, j'ai écorché des chevaux, j'ai ouvert des chevaux. Ils ont des doigts très épais qui ne se cassent pas dans les trous des plaines. Donc ces tribus qui élevaient le cheval pour le manger et boire le lait des juments, aussi, s'est trouvé à monter ce cheval. Chose géniale, ils peuvent aller à ce moment-là échanger des fromages, du lait, des fromages, de l'artisanat avec les autres tribus d'agriculteurs du coin et d'éleveurs. Et ce qui arrive après, c'est que qu'est-ce qui est mieux que le troc? C'est le vol. Donc on va aller piller, tuer et piller les voisins pour leur piquer de la nourriture et s'enrichir et voler des nanas, en général des esclaves, quelques mecs et surtout des belles petites jeunes femmes qu'on pourra prendre comme femmes et faire des enfants. On aura plusieurs femmes, polygamie, bien sûr. On se marie avec des femmes de la tribu pour faire des alliances, mais on prend aussi facultativement, quand on est puissant, d'autres femmes pour transmettre ses gènes. Ils ne connaissent pas les gènes, bien sûr, mais l'homme est programmé pour aimer avoir une famille nombreuse et des femmes, ou une femme, en tout cas. On est programmé pour ça. Donc, ils se sont mis à faire du pillage, avec meurtre et tout ce que vous voulez, donc des salcons et partout. Et ensuite, ils se sont mis à faire du racket, c'est-à-dire que mieux que le pillage, c'est le racket, puisque tu n'as plus à agresser les mecs, tu vas leur dire simplement, écoutez, filez-nous tous les 6 mois, ils ne calculent pas les mois, ils calculent en lune, les mecs, de la nourriture, du blé, de l'art, de l'artisanat local, des pots, tout ce que vous avez, viande séchée, tout ce que vous avez, et des femmes et des esclaves, autrement on vous massacre. Donc c'est avantageux, ça permet d'éviter de se faire massacrer par des ignobles cavaliers sanguinaires, et ça te permet de continuer à vivre tranquillou en payant un impôt à ces gens-là. Alors le problème, c'est que le fait d'avoir beaucoup d'énergie grâce au cheval et de pouvoir mettre en domination des peuples et avoir plusieurs femmes a entraîné une explosion démographique des Yanmaya, ce qu'explique Maître Gims, qui a dit que les chevaliers Yanmaya sont arrivés, qui étaient blancs, et sont arrivés en Europe qui étaient noirs. Alors non, l'Europe était déjà blanchie en grande partie par les agriculteurs. Quand les Yanmaya sont arrivés, je vais vous expliquer, il a tort là-dessus, mais il a compris qu'avant il y avait des noirs ou des mecs plus basanés. Maître Gims n'a pas totalement tort. Vive Maître Gims. Mais moi, je vous explique un peu la profondeur de la chose. Donc, les Yanmaya, eux, avaient une explosion démographique parce que quand tu es un jeune mec Yanmaya et que tu as une nana issue de ton clan et que tu as ramené 2 ou 3 petites esclaves que tu engrosses, au bout d'un moment, piller et mettre en domination les peuples voisins, ça ne marche plus puisque tu exploses démographiquement. Donc, tu es poussé obligatoirement avec tes chevaux pour partir en groupe de mecs, quand tu es jeune, vers l'est, alors en général tout seul, ou des fois avec une femme, ou deux, pour aller justement à la conquête et soumettre d'autres, avec tes potes, mecs, Yanmaya, tes potes Yanmaya, pilleurs, méchants, pour aller terroriser et mettre en domination et en raquette d'autres, on va dire, tribus, clans d'agriculteurs. Donc tout le temps une poussée vers l'ouest et vers le nord de ces Yanmaya extrêmement rapides dû à une explosion démographique du fait d'avoir une polygamie et beaucoup de femmes. Donc les jeunes partent de plus en plus, soumettent de plus en plus d'individus, et on se retrouve avec une expansion extrêmement rapide des Yanmaya. C'était de moins 2600, de moins 3300 à moins 2600 avant le Christ, Jésus-Christ, le prophète, fils de Dieu pour les chrétiens, le prophète, un prophète pour les musulmans, voilà, qui se sont étendus jusqu'en Europe et vraiment qui sont allés en Angleterre et au nord, et ont
dominé les régions, ont imposé par une oligarchie guerrière de soumission des peuples et ont pris en grande partie les femmes. Et cette expansion est une expansion qui est connue maintenant, qui est une expansion génétique principalement masculine, puisque ce sont les jeunes hommes qui montent seuls en général ou avec une femme issue de leur clan et qui vont prendre des femmes et mettre en soumission les peuples d'agriculteurs d'Europe de l'Ouest. Hein. Alors c'est, je crois, alors dans certaines zones, hein, c'est pas partout, on retrouve dans certaines zones d'Angleterre des gènes Yanmaya jusqu'à 80%, et il reste le 20%, alors là c'est vraiment l'excès, hein. C'est vraiment le record, hein. 20% de gènes, et c'est souvent du gène féminin d'anciens chasseurs-cueilleurs, hein, qui s'étaient déjà mélangés aux agriculteurs aussi, donc c'est mais de femmes, hein, mais c'est une émigration masculine qui remplace les hommes en partie. Alors c'est en partie, puisque par exemple jusqu'en Espagne, on peut retrouver 30% de gènes Yanmaya, principalement masculins, et en Angleterre et même en Allemagne, on va retrouver jusqu'à 80%. Mais c'est très local, hein, quand Nota Bene dit que c'est un remplacement de 80%, c'est un remplacement local, c'est pas partout. Hein. Mais effectivement, il y a un grand remplacement, un grand apport de gènes qu'on a vu grâce à l'étude génomique, grâce au séquençage que Van Tepabo a apporté, ces techniques de séquençage. On a vu cette apparition de gènes Yanmaya qui se sont répandus en groupe de mecs par cette démographie galopante et ce besoin de soumission de peuple pour pouvoir bouffer, se reproduire. C'est des sales cons, mais ils ont fait la même chose en Inde, hein, où ils sont descendus, c'est même Yanmaya, ou des peuples des steppes, hein, c'est toujours pareil, pour mettre à l'amende des peuples d'agriculteurs et prendre des femmes, bref, ils sont produits sur place, et ils créent les oligarchies et la noblesse ensuite en Europe. Alors ils y vont avec des chevaux, mais bien sûr, l'Europe étant moins riche en plaine herbeuse haute, puisque le cheval fait de l'anatomie, non, moi j'en fais, et d'anatomie comparée aussi, donc le cheval, lui, est fait pour manger des herbes hautes de steppe, hein, et arriver à digérer ces fibres très riches en cellulose, et n'a pas besoin d'énormément d'eau, mais bouffe des fibres très hautes, alors que par exemple les bœufs, les vaches qu'on retrouve beaucoup à l'ouest de l'Europe, hein, sont des animaux qui vivent dans des milieux beaucoup plus pluvieux, avec, alors globalement, hein, il y a des espèces, mais qui ont à croissance lente à l'ouest, à l'est aussi, de bovidés, mais qui bouffent de l'herbe basse, très grasse, et qui produisent du lait. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je l'ai expliqué, populations qui boivent du lait grâce aux vaches qui mangent de l'herbe bien verte et bien grasse dans les régions pluvieuses d'Europe océanique de l'Ouest. Donc les Yanmaya sont montés et ils ont dû abandonner progressivement leurs chevaux. Donc ils ont abandonné leur technique de raid, puisqu'ils n'avaient plus ces chevaux pour pratiquer des raids et de la soumission, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir autant de chevaux parce qu'il n'y a plus de plaines, hein, donc de zones steppiques qui fournissent la calorie et la nourriture aux chevaux. Mais ils ont maintenu leur oligarchie guerrière de soumission et sont devenus en quelque sorte la noblesse locale et ont transmis énormément leurs gènes. Donc c'est la dernière arrivée de métissage en Europe. Et alors les Yanmaya, il avait raison, Maître Gims, hein, bravo Maître Gims, sont blancs. Alors oui, ils sont blancs puisqu'on a analysé leurs gènes, hein, les gènes de ces individus dans leurs tombes, hein, ils ont laissé de belles tombes, hein, avec des morts de chevaux, avec plein de trucs. On a analysé même les petits chevaux, l'origine de ces petits chevaux, tout ça. Maintenant c'est fabuleux, on analyse tout grâce à la génomique et grâce aux séquenceurs, ça a progressé, c'est fabuleux. Hein. Et ces Yanmaya étaient costauds, blancs, et avaient les yeux noirs et les cheveux bruns. Ah oui, c'était pas des blonds aux yeux bleus, puisque le mythe arien, des migrations ariennes qui transmettent des Indo-Européens blonds aux yeux bleus, ça c'est un mythe, hein. Ils n'étaient pas blonds aux yeux bleus, ils étaient blancs, puisqu'ils étaient issus d'agriculteurs, et après d'éleveurs, et ils étaient bruns aux yeux noirs, et plutôt bruns, les cheveux pas très frisés. Voilà. Et effectivement, Maître Jean a raison, ce sont des cavaliers blancs qui sont venus faire chier des individus qui étaient peut-être un peu plus basanés, issus de deux métissages, celui des agriculteurs du Moyen-Orient croissant fertile et celui des chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale. Hein. Mais bon, ils étaient blancs, mais on va dire que
visiblement, ils étaient déjà blanchis à l'ouest, hein, puisqu'il y a eu métissage et l'agriculture a fait blanchir tout le monde. Donc, Maître Gims s'en mêle un peu les pinceaux ou les pattes, mais il n'a pas totalement tort sur certains domaines et il a mal assimilé certains enseignements. Mais ce sont effectivement de sales cons Yann Maya. Moi, j'aime pas du tout les mecs qui mettent qui viennent, mais c'est la vie, c'est comme ça, qui viennent mettre à l'amende des peuples entiers. Donc, c'était pour parler un peu de l'Europe et de ses métissages. Mais bien sûr, ce sont des métissages très anciens. On remonte à moins 2006, moins 3000, moins 6000. Hein, et quand on remonte au métissage de Néandertal et les premiers sapiens, c'est moins 40 000. Hein. Même moi, on peut en retrouver plein d'autres, mais c'est des vrais vieux métissages, moins 30 000 peut-être des derniers. On approche, on apprend de plus en plus grâce à l'étude des fragments osseux et des zones où on peut retrouver du génome qui est exploitable. Voilà, c'est toujours très très intéressant cette génomique. Allez voir les cours, les cours de Luis Cantina Murci et de sa bande. C'est toute une bande de gens avec ses doctorants. C'est fabuleux. Il est au Collège de France. Profitez de ces cours. Ils sont gratos. Alors, quand vous voyez les cours de Murci, c'est 360 personnes qui ont regardé ça, 600. Quant à 1000, c'est exceptionnel. Et quand on voit Thomas Durand qui vient baver sur moi, cet abruti de zététicien, c'est 450 000 pour raconter de la merde. Voilà. Donc voilà ce qu'aiment les Français. Le Français aime manger du caca. Allez plutôt au Collège de France. C'est là où mes impôts sont utilement utilisés, alors que la tronche en biais utilise mes impôts et Conspiracy Watch aussi avec cet abruti, son directeur, son immonde directeur, pour m'attaquer, me diffamer d'une façon obscène, alors que je rapporte des millions d'euros à mon pays, que je crée de l'emploi et que j'ai empêché des millions de personnes de se blesser grâce à mon travail fabuleux, reconnu dans le monde entier. Oui, j'ai les chevilles qui enflent. Non, je n'ai pas les chevilles qui enflent, c'est juste être objectif. Voilà, et nous équipons avec la ROC les installations olympiques. Nous sommes au top, voilà. Et je vends des millions de bouquins dans le monde et je suis la référence en biomécanique appliquée au sport, et particulièrement à la musculation. Voilà, alors zététicien, je te la mets profond, tu es un pauvre type derrière ton écran avec un boulot de merde et une vie de merde, et qui vient jusqu'à dire maintenant que je suis pédophile parce que ma compagne a un peu plus de 20 ans, à 24 ans. Voilà, donc tu dois confondre, c'est très grave ce que tu dis là, le fait d'aller avec une femme jeune avec le fait d'aller avec des enfants, et toi, le zététicien, sur les réseaux, tu vas défendre des gens qui disent que pour éduquer les enfants au plaisir anal, c'est absolument normal. Tu es un malade mental qui confond le fait d'aller avec une femme fertile avec celui de promouvoir la sexualité anal pour les enfants. Voilà, c'était mon petite... j'avais envie de le faire. Je ne suis pas un garçon très fin, avec un langage très châtié, mais j'ai une grande intelligence et je suis un génie. Voilà, ça te gonfle. Voilà ce que j'avais à dire sur cette agriculture. J'ai à peu près tout dit dessus, sur le métissage. Donc on vient tous d'Afrique, nous les Européens, issus majoritairement de 4 souches qui se sont métissées. On leur fait Néandertal, les premiers chasseurs-cueilleurs venus en Europe, cette grande vague sapiens à partir de 40, 50, 60 000 ans, même peut-être 30, il y en a eu aussi, mais bon, ça s'espace quand même, métissés à Néandertal. Et ensuite, cette arrivée massive d'agriculteurs qui s'étaient isolés quand même génétiquement au croissant fertile, qui sont remontés en Europe. Et ensuite, ces cavaliers stépiques, Yann Maya, qui sont venus mettre à l'amende les Européens et ont mis des gènes de garçons dans les filles d'Europe. Voilà, c'est intéressant. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous apprendre beaucoup de choses. Et on remercie Maître Gims qui m'a permis de vous enseigner un peu l'histoire génétique de l'Europe et les merveilleux métissages qui ont fait que nous sommes ici des Européens, Européens qui sont tous d'origine africaine comme Maître Gims. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.